Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, en présence et à distance. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, merci pour cette invitation. Parce que je suis tout à fait honoré d'intervenir dans le cadre de la Semaine internationale de la pédagogie du pôle organisé par le pôle Pégase. Et je vais essayer d'apporter une petite pièce du puzzle à l'ensemble des ressources et de la réflexion qui nourrit et qui irrigue le pôle Pégase et l'ensemble de ses acteurs. Préciser que je parle vraiment du côté des sciences de l'éducation. Je suis ancré résolument dans le champ des sciences de l'éducation. C'est-à-dire véritablement ce travail qui consiste à aller interfacer, je dirais, des apports scientifiques solides et éprouvés, notamment proposés par le champ du grand champ de la psychologie de l'éducation, cognitive, psychologie du développement, psychologie sociale, et d'articuler ça avec une approche un peu plus professionnalisante du côté des théories de l'action et du côté aussi anthropologique, parce que je m'intéresse, comme l'a dit Cécile, je m'intéresse à la question des normes et à la question dont l'environnement et le contexte, en France particulièrement, est un élément à prendre en compte dans l'évolution des pratiques évaluatives des enseignants. Donc je vais essayer de partager avec vous un certain nombre de réflexions et un certain nombre d'articulations et de liens. Donc voilà, 4 parties pour ma présentation. Déjà, situer les pratiques évaluatives, ma définition des pratiques évaluatives. Vous savez que dans la recherche, on a les chercheurs ont différentes épistémologies, donc il est toujours important de préciser d'où on parle et le fait qu'on a un certain usage des mots, un usage des expressions. Donc je vais déjà préciser ce que j'entends par pratique évaluative, et puis essayer ensuite d'explorer vers la question du soutien à l'apprentissage, les enjeux et les obstacles, notamment en France, dans notre contexte français. L'autorégulation de l'apprentissage par les élèves, ce point 3 sera le plus rapide, je dirais piocher dans le champ de la psychologie, juste les éléments sur lesquels je m'appuie, parce que vous avez des psychologues bien plus compétents que moi dans le pôle Pégase pour explorer cette partie-là. Donc moi j'irai vraiment prendre citer ce que j'utilise dans les apports de la psychologie, et puis une réflexion sur les pratiques évaluatives des enseignants, quels leviers on peut avoir, quelles pistes on peut avoir, parce que la recherche, à un moment, elle a vocation aussi, en tout cas en sciences de l'éducation, elle a vocation à ouvrir des possibles, à proposer des choses et à expérimenter avec les acteurs de terrain pour savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, et éventuellement quels sont les éléments de blocage ou les éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, commencer par les pratiques évaluatives, de quoi parle-t-on? Le cadre épistémologique dans lequel je me situe, d'abord, c'est le cadre de l'activité. Je m'appuie sur les travaux de Figari et sur sa définition. Alors, déjà en 2001, il disait quelque chose d'intéressant. Il disait, dans l'évaluation, on a 2 grands types d'approches. Alors, c'est toujours un peu macro, On a une approche sur la partie cognitive, sur la partie véritablement en quoi l'évaluation aide à apprendre, à acquérir des connaissances et des compétences. Et puis un côté plus social, dans lequel quels sont les contextes de l'évaluation, l'histoire de l'évaluation, mais aussi la situation de classe, les éléments de motivation, les éléments de stress, les éléments qui accompagnent l'élève et qui là aussi font obstacle ou au contraire soutiennent ses apprentissages. Évidemment, quand Figari disait ça en 2000, il posait un certain nombre de travaux et tout le travail, je dirais, des chercheurs, notamment en sciences de l'éducation, c'est de tisser ces 2 points et de travailler sur une évaluation qui, à la fois, intègre ces éléments sociaux, ces éléments culturels et des éléments didactiques et pédagogiques, puisque, in fine, l'évaluation soutient l'apprentissage, veut bien dire qu'il y a de l'apprentissage. Déjà aussi poser que du côté des sciences de l'éducation, l'évaluation n'est pas une science. Il n'y a pas de technique éprouvée, unique de l'évaluation qu'il faudrait appliquer. Il y a un ensemble de connaissances et de savoirs, et je clarifie ma position, il y a des savoirs, il y a des connaissances fondamentales, des choses qu'on sait, qui ont été testées maintes fois par la recherche. Tout n'est pas égal par ailleurs. En revanche, c'est aussi une pratique, donc ça implique le sujet enseignant. Et donc, l'idée, c'est de dire l'idée d'une prescription de l'évaluation n'a guère de sens.
L'évaluation, c'est quelque chose où chaque enseignant doit être formé, doit avoir cette partie de savoir stabilisé, éprouvé, mais doit aussi avoir des compétences de construction de sa pratique. Et donc, on ne peut pas être dans les pratiques évaluatives, dans l'imitation de pratique, ça n'a pas de sens. La modélisation n'a pas de sens sur l'évaluation. Par ailleurs, on le voit, hein, les études, les différentes enquêtes internationales nous disent que, suivant les époques, suivant les pays, on n'évalue pas de la même façon. Il y a un élément culturel dans l'évaluation. Et en plus, on ne peut pas réduire l'évaluation à un ensemble de techniques que l'on apporterait aux enseignants et qu'il faudrait qu'ils appliquent. Évidemment, on le sait, là encore, hein, je précise, et ça va être la suite de mon propos, il y a des choses qu'on sait, hein, on peut pas, il y a des choses qui sont inefficaces et on le sait, il y a des choses qui sont délétères et on le sait. En revanche, on ne peut pas donner un programme aux enseignants, et mon propos, ça va être vraiment de dire finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les pratiques dans les classes, par quel bout on peut attraper cette question-là. Et on va voir que par plusieurs, puisque comme tout problème complexe, la solution ne peut pas être simple. Donc, déjà, se situer sur une évaluation qui dépasse la question de la simple épreuve. Il faut qu'on s'entende, mais je pense que les gens qui s'intéressent à l'évaluation le savent, l'évaluation dépasse amplement le devoir sur table, l'épreuve d'évaluation en tant que telle. De Kettel propose une définition qui me semble intéressante parce qu'elle a fait long feu. Hein. La première fois qu'il l'a proposée, c'était en 89, donc c'est pas jeune. Mais pour autant, c'est une définition qui est assez résistante face aux différents travaux et face aux différentes explorations. Il dit d'abord, évaluer, c'est prélever des informations. Il précise, hein, notamment avec Rougiers, que ces informations doivent être pertinentes, valides et fiables. C'est-à-dire que ces informations doivent, permettre réellement de se positionner par rapport à la compétence ou aux connaissances qu'on pense évaluer. Et on le sait, hein, parfois, on a tendance, quand on évalue, à faire un peu de carottage, c'est-à-dire en gros, par rapport, on n'évalue pas tout, on prend quelques prises d'informations et puis on tisse un petit peu ce qui est entre pour valider ou pas la compétence. Valide parce que les conditions d'évaluation sont primordiales. Je dis les deux meilleurs exemples d'une évaluation non valide, c'est une évaluation 1 dont les consignes sont incomprises par les élèves. Donc, on ne peut pas savoir vraiment ce qu'on évalue puisqu'ils n'ont pas compris la question. Et puis, la deuxième question de validité, c'est l'élève qui regarde sur la copie de son voisin. Je veux dire, il va apporter des bonnes réponses, mais pour autant, l'évaluation n'est pas valide, puisque de toute façon, elle ne dit rien de ce qu'il sait. Et puis, fiable, ça, c'est un problème qui émerge depuis quelque temps et dont on entend parler, c'est qu'une évaluation qui est basée sur la mémorisation n'est pas une évaluation stable. C'est-à-dire que véritablement, combien d'élèves apprennent leurs leçons dans le couloir juste avant de faire l'épreuve? On ne peut pas s'attendre à ce que les élèves qui apprennent dans le couloir pour réussir l'épreuve se souviennent 6 mois après de ce qu'ils ont appris dans le couloir. Donc l'idée de la fiabilité, c'est que plus j'évalue dans des situations de tâches complexes, plus j'évalue des savoir-faire complexes, plus il y a une fiabilité. On peut imaginer qu'un élève qui sait argumenter, qui sait raisonner, au bout de 6 mois, il sait toujours le faire. Contrairement à un élève qui vous réciterait tel texte ou telle leçon de façon un peu mécanique. Donc déjà, prendre des informations, c'est déjà choisir des informations, et vous voyez que derrière ça, il y a déjà toute la question de l'ingénierie d'évaluation de l'enseignant, c'est-à-dire comment il construit son évaluation et à partir de quoi. De Kettel nous dit derrière, il y a une interprétation. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que l'enseignant, il interprète ses données pour savoir ce qui est acquis ou pas. Et évidemment, qui dit interprétation dit subjectivité. Il prend des informations, il tisse le lien, et parfois c'est solide, parfois ça l'est moins. Parfois, il est sur des représentations, c'est-à-dire notamment, moins il a de critères formalisés, moins il a réfléchi à des critères, plus il est dans ce que De Kettel appelle une intuition pragmatique, c'est-à-dire en gros, il évalue à la louche, comme on pourrait dire. Et cette interprétation-là, on voit, notamment avec les travaux de Motier-Lopez et de Chambou, que quand les enseignants corrigent, il y a toutes des choses qui se passent dans leur tête au moment de la correction. Il y a tout un mécanisme qui se passe au moment où ils regardent cette copie, où ils la lisent, où ils la comparent, où ils essaient de comprendre la logique de l'élève. Donc cette phase d'interprétation, elle est extrêmement importante. Et puis, derrière l'évaluation, il y a une décision. Que la décision soit mettre une note, que la décision soit mettre une croix dans une case de compétences, que la décision soit rédiger une annotation, que la décision soit prévoir une séance de remédiation.
Mais il y a toujours une partie de décision derrière le processus évaluatif. Cette définition, elle a l'intérêt de dire que l'enseignant évalue dans sa classe bien au-delà de l'épreuve d'évaluation du devoir sur table ou du passage à l'oral. Quand un enseignant circule dans les rangs, quand il vient aider un élève, quand un enseignant pose une question à la volée et qu'il interroge tel élève plutôt que tel autre, quand il renvoie un feedback, un regard, un sourire, parce que le corps est parlant, comme dit Anne Jorot, et donc que l'évaluation se passe à tout un tas de niveaux, les élèves ne s'y trompent pas, et on a un certain nombre de travaux, pas tous d'ailleurs récents, qui montrent à quel point, je citerai par exemple l'effet Pygmalion, qui va montrer à un moment comment l'attitude physique, corporelle de l'enseignant va pouvoir soutenir l'élève sous des formes d'évaluation informelles, qui ne disent pas leur nom, mais qui en sont quand même. Ça veut dire que l'évaluation, non seulement doit sortir de l'épreuve d'évaluation, mais en réalité, elle est déjà sortie depuis bien longtemps. C'est juste qu'il faut la conscientiser, il faut l'intégrer à sa pratique professionnelle. L'évaluation, j'aime beaucoup ce schéma parce que je le trouve à la fois clair et à la fois assez puissant. Les pratiques, l'activité évaluative de l'enseignant, alors je ne rentrerai pas dans la discussion entre activité et pratique, ce n'est pas le lieu avec l'arrière-plan épistémologique, mais en gros, elle s'incarne dans les classes sous forme de gestes professionnels. C'est quelque chose qu'on entend, si vous êtes intéressé, le mot geste professionnel est quelque chose qui, maintenant, à pignon sur rue, est utilisé, pas toujours extrêmement à bon escient, mais en tout cas, qui a été vulgarisé. Ces gestes professionnels sont en réalité l'incarnation de plusieurs éléments qui sous-tendent ces gestes du côté de l'enseignant, notamment sa culture de l'évaluation. Qu'est-ce qu'il sait de l'évaluation ? Sa culture inconsciente de l'évaluation, en quoi il reproduit des postures qu'il a vécues lui-même en tant qu'élève, que ses collègues relaient, qui sont dans notre culture de l'évaluation. Et notre culture de l'évaluation en France, elle est solide, elle est sédimentée, elle est résistante. On est un vieux pays avec une ancienne culture de l'enseignement, et donc le côté positif, c'est qu'on a un recul sur un certain nombre de choses, le côté négatif, c'est qu'on a quelque chose de très ancré, très formalisé, très social. Tous les parents ont une idée de ce que c'est que l'évaluation scolaire. Donc, il y a cette culture de l'évaluation qu'on peut travailler par la formation, qu'on peut travailler par l'apport de connaissances, que les enseignants peuvent travailler par la lecture, par tout un tas de moyens. On a de plus en plus d'enseignants qui reviennent sur les bancs de l'université pour passer des masters, pour passer des formations, des bouts de master en tout cas. Voilà, on a cette culture-là, c'est quelque chose d'important. On a aussi les compétences de l'évaluation, les compétences de l'évaluateur. Et on dit, et on sait, et on a montré que pour les élèves, les compétences nécessitent que l'élève soit en action. On sait que pour qu'un élève développe des compétences, il faut à un moment qu'il agisse, qu'il fasse. Mais les enseignants, c'est pareil. Ça veut dire que le développement de compétences évaluatives ne peut se développer que par un aller-retour entre expérimenter, tenter des choses en classe, réfléchir, réguler, y revenir. On ne développe pas de compétences par une conférence de 2 heures. Je suis désolé, on est bien d'accord, je ne développerai pas chez vous des compétences aujourd'hui. Je vais vous apporter des informations, je vais partager avec vous un certain nombre de choses, mais vous développerez des compétences si vous utilisez certaines choses pour les expérimenter, les tester, y compris estimer que ce que je dis c'est n'importe quoi, ne pas être d'accord, c'est aussi développer des compétences. Et puis il y a cette question de posture. La question de la posture, elle est particulièrement compliquée. J'aime beaucoup la définition de Dominique Bucheton et Yves Soulet sur la posture, ce schème préconstruit, cognitif et langagier. C'est vraiment l'idée d'un schème, c'est une façon de penser qui est préconstruite, donc dont je n'ai pas conscience quand j'agis, quand j'évalue, je ne me pose pas les questions sur ma posture tous les 4 matins. Et en même temps, elle est cognitive et langagière parce qu'elle m'aide, elle joue un rôle de filtre pour comprendre les choses, et elle est langagière, c'est-à-dire qu'elle se retrouve aussi dans mon discours, et notamment dans le discours que j'adresse aux élèves. Donc ma posture évaluative, elle se retrouve dans ma pratique à tous les instants, dans ma façon de comprendre, dans ma façon de dire, dans ma façon d'agir. Derrière cette question-là, il y a différents liens. Par exemple, entre la culture de l'évaluation et les compétences, il y a tous les processus de professionnalisation. Comment cette culture partagée de l'évaluation, je vais la mettre en compétence, la mobiliser pour agir, et comment je vais me professionnaliser, puisque les compétences que je développe sont des compétences professionnelles qui font partie d'une profession. Les compétences de l'enseignant ne sont pas les compétences du cadre bancaire.
Dans la question entre les compétences et les gestes professionnels, il y a toute la question des référentiels. C'est-à-dire comment j'évalue et comment les cadres évaluent les compétences des enseignants, comment on évalue, les formateurs évaluent les compétences des enseignants stagiaires par des référentiels. Donc derrière la compétence, le lien entre la compétence et le geste professionnel, il y a cette question de cet arrière-plan qui est quelle représentation j'ai des compétences que je dois retrouver dans les gestes professionnels. Notamment, si on prend le référentiel de 2013, on va retrouver des indicateurs qui sont censés nous dire les éléments sur lesquels je suis censé m'appuyer quand j'observe un enseignant pour valider ou pas cette question des compétences professionnelles. On verra que là encore, on pourrait prendre un peu du recul là-dessus, même si l'intérêt d'un référentiel, c'est quand même de proposer un cadre commun à partir duquel on va pouvoir discuter, s'entendre et communiquer. Donc l'idée n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous me pardonnez l'expression, mais bien de regarder les choses avec un œil critique, critique ne voulant pas dire négatif, critique voulant dire avec des critères. Du côté de la culture et de la posture de l'évaluation, il y a le côté des imaginaires, c'est-à-dire la culture de l'évaluation, en France, mais pas qu'en France, elle véhicule des imaginaires, des façons de concevoir le rôle de l'enseignant, de concevoir ses missions, et qui vont influencer sa posture. Suivant le rôle que je me donne, je n'évaluerai pas pareil mes élèves. Suivant le sens que je donne à ma mission, ma posture évaluative sera sensiblement différente. Si je me positionne comme un gardien du temple, c'est-à-dire quelqu'un qui doit défendre ma discipline et qui doit véritablement dire à l'élève ce qu'il vaut dans ma discipline, je n'aurai pas la même posture que si j'estime que mon objectif est de soutenir le fait que l'élève s'approprie certaines parties de ma discipline, quel que soit son niveau, qu'au moins il en tire quelque chose. Parce que je suis convaincu que ma discipline a quelque chose à apporter à l'intelligence et à la construction du sujet. Si je prends l'exemple du professeur de mathématiques, le professeur de mathématiques peut soit décider que les mathématiques sont, je dirais, une discipline exigeante et donc je dois porter un regard critique sur ce que produit l'élève, ou je peux avoir comme posture que les mathématiques sont une discipline nécessaire en 2022 à la vie en société, et donc il y a des parties dans les mathématiques que chaque citoyen, chaque sujet devrait un minimum maîtriser pour éviter de se laisser avoir par un shampoing qui lui promet 15% de cheveux cassés en moins ou 33% de luminosité en plus. Et puis, entre la posture et les gestes professionnels, il y a cette posture mise en acte, il y a la question de l'éthique. J'aime bien cette vieille définition de Weber, cette distinction entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. C'est-à-dire cette idée que, est-ce que, par exemple, au niveau de l'évaluation, j'évalue tous les élèves de la même façon avec les mêmes tâches évaluatives parce que j'estime, c'est mon éthique de conviction, l'égalité, tout le monde doit être évalué pareil. Ou est-ce que je suis conscient que mon évaluation va créer quelque chose chez l'élève et au niveau de mon éthique de responsabilité, je décide de ne pas évaluer tous les élèves avec les mêmes outils pour que l'évaluation aide chaque élève à comprendre ce qu'il sait faire ou pas. Vous doutez bien que je ne vous donnerai pas ici de réponse définitive, mais cette question-là se pose, et particulièrement sur les pratiques évaluatives des enseignants. Et derrière, parce qu'il y a toujours un arrière-plan, parce qu'on est des êtres sociaux, parce qu'on est des êtres qui baignons dans un environnement extrêmement normé, et heureusement, puisque les normes, c'est ce qui fait qu'on arrive à vivre ensemble, c'est ce qui fait qu'il y a des choses qu'on ne réinterroge pas. Et voilà, on a tout un tas de normes. Alors je prends un exemple très anecdotique, mais juste quand vous avez quelqu'un, quand vous passez une porte et quelqu'un est derrière vous, vous retenez la porte. Normalement, vous ne lui envoyez pas dans la figure, j'ose espérer. Donc, quand on fait ce geste-là, on ne réfléchit pas pendant 10 minutes en se disant « Alors, si je lui envoie la porte à telle vitesse, vu qu'à mon avis, elle va se la prendre dans la figure, vu qu'elle doit avoir 55 ans, normalement, elle doit pouvoir résister, elle en aurait 70, ce serait plus compliqué. » Enfin bon, bref, vous comprenez derrière la boutade l'idée qu'on vit avec des normes qu'on applique sans les conscientiser parce que ce sont les règles du cadre de vie en commun. Donc ces normes, elles nous aident à vivre, elles sont nécessaires à toute société, mais en revanche, elles imposent aussi des choses qu'on ne re-questionne pas. Certains philosophes parlent de principes infraconscients en dessous de la conscience que l'on reproduit sans réfléchir. Et dans les normes, dans la profession enseignante, on a des normes professionnelles
Il y a des normes qu'on ne réinterroge pas. Parce que, en tant qu'élève, on les a vues, parce qu'on a été formé avec ces normes-là, parce que nos collègues y font comme ça, et parce qu'on les reproduit, ça fait partie du métier. Et ces normes-là sont extrêmement résistantes au point de venir invalider certains apports de formation. Des chercheurs belges ont montré que des jeunes enseignants qui avaient été formés à certaines pratiques évaluatives, qui en sortant de formation, sachant que dans le premier degré, la formation dure 4 ans, donc enfin ils ont une formation qui est consistante sur le métier d'enseignant, eh bien, ils entrent dans le métier avec une vision des pratiques évaluatives très formative, très ouverte. Au bout de 5 ans, une grande partie de ces enseignants sont revenus à des pratiques évaluatives beaucoup plus emblématiques et beaucoup plus communes au collectif. Et puis, de l'autre côté de l'évaluation, et ça aussi, c'est un vrai problème, il y a les normes sociales. C'est que derrière l'évaluation, il y a ce que demandent les parents, il y a ce que demandent les élèves eux-mêmes. Combien d'enseignants, dans la réforme du collège, ont tenté de passer à des classes sans notes, à de l'évaluation par compétences, et se sont heurtés à un flot de contestation parentale, disant « mais c'est pas ça l'évaluation. L'évaluation, c'est noter. C'est situer mes élèves, mon enfant. C'est que je sache quelle note il a pour savoir s'il a une chance de faire des études ou pas. » Tout en sachant, et la recherche nous le dit et nous le montre, que ce n'est pas parce que dans un collège rural, j'ai 16 de moyenne générale, que quand je vais aller dans un lycée de centre-ville plutôt élitiste, je vais me retrouver avec un 16. Loin s'en faut. Et la recherche montre aussi que les notes se situent par rapport au groupe classe, et qu'effectivement, si je suis le meilleur d'une classe faible, je peux quand même avoir 16. Donc, tout ça pour vous présenter d'où je parle et comment j'appréhende cette question de l'évaluation, sous cette vision un peu complexe, un peu anthropologique, et comment le regard sur le soutien à l'autorégulation, qui est une problématique qui a des savoirs et des recherches très précises et très fines sur le plan de la psychologie cognitive, sur le plan de, vraiment de l'intelligence, du développement et de la construction de la connaissance et de la compétence, je l'appréhende moi sous un angle beaucoup plus pratique de l'enseignant et beaucoup plus de comment, dans la classe, dans la réalité d'un contexte scolaire, l'enseignant va pouvoir mobiliser ses savoirs ou pas. Alors d'abord, cette idée de l'autorégulation, elle n'est pas neuve. Elle n'est pas neuve, elle est en filigrane d'une évaluation qu'on appelait à l'époque formatrice. C'est peut-être un terme que vous utilisez encore. Cette évaluation formatrice, ce terme d'évaluation formatrice, il n'est pas jeune. Il a été popularisé par Georgette Nunziati dans un article des cahiers pédagogiques de 90. C'est pour autant quelque chose qu'elle utilisait depuis longtemps, puisque c'est quelque chose qu'elle avait développé avec son directeur de thèse Jean-Jacques Bognol à la fin des années 70. Donc cette idée d'impliquer le sujet, Georgette Nunziati, elle travaillait au lycée Marseille-Vert avec des lycéens en difficulté, qui présentaient de vraies difficultés. Et donc tout ce travail-là, on pourrait un petit peu rapprocher ça peut-être actuellement de ce qui se passe dans les lycées professionnels. C'est-à-dire toute cette ingénierie, cette imagination et cette créativité évaluative que l'on trouve dans les lycées professionnels avec des publics qui ne sont pas forcément académiques dans leur dans leur rapport à la connaissance. Et donc, cette idée-là d'impliquer l'élève dans le fait qu'il porte un regard auto-évaluatif sur ce qu'il fait, de l'impliquer dans l'évaluation de ses performances, n'est pas jeune. Elle a été véritablement popularisée au Royaume-Uni avec l'Assessment Reform Group quand il y a eu un vrai travail mené par l'institution et des chercheurs au Royaume-Uni sur les pratiques évaluatives pour outiller, pour apporter de la connaissance aux enseignants. Et in fine, il s'est passé ce qui se passe malheureusement assez souvent quand l'institution récupère des apports de la recherche. C'est-à-dire que l'institution, elle dirige un très grand nombre d'enseignants, elle doit gérer un très grand nombre d'enseignants, donc elle a cette inclination à la pensée modélisante, c'est-à-dire qu'elle va apprendre des apports de la recherche et va en faire des procédures d'action. Et ce qui s'est passé au Royaume-Uni, alors c'est bien parce que je prends le Royaume-Uni, donc en plus comme ça on critique personne, on n'est pas en France. Mais il faut toujours faire un pas de côté, c'est pour ça qu'on a fait des comparaisons internationales, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on fait mais on le regarde chez le voisin, c'est plus facile. Mais en réalité, cette idée-là, c'était de dire, quand l'institution s'est emparée de tous ses travaux sur l'évaluation, effectivement, quand on forme de très grandes quantités d'enseignants, eh bien, c'est plus facile d'avoir des procédures et de mettre en place des procédures en disant voilà ce que vous devez faire, faites comme ceci, faites une évaluation, faites de la remédiation, groupe de besoins, etc., etc.
Torrens a appelé ça une évaluation déformative. C'est-à-dire qu'il dit qu'on a perdu la substance même de l'évaluation formative au départ, qui était justement de regarder l'élève et d'éviter toute forme de procédure, mais de s'ajuster systématiquement à l'élève en l'impliquant dans son évaluation. Alors, c'est compliqué, c'est très compliqué, parce que être créatif, ça suppose de s'approprier plein de connaissances. On parlait hier avec Cécile des savoirs apportés par la recherche, des savoirs stabilisés, qui ont été éprouvés, expérimentés. Ces savoirs-là, ils sont fondamentaux. Ils constituent des briques qui vont pouvoir, dans la classe, me permettre de construire quelque chose. On a un super débat scientifique sur la place, justement, des procédures qu'on peut proposer. Et extrêmement stimulant. Et d'ailleurs, dont je pense à un moment faire un article. J'ai eu l'idée hier soir. Mais derrière ça, il y a cette idée de, oui, on a besoin de savoir solide, on a besoin de briques absolument résistantes pour construire un mur qui soit adapté à la classe qu'on a en face de nous et qui aide vraiment nos élèves à progresser. Et pour le coup, cette façon de transformer du savoir scientifique en procédure à appliquer, elle pose un souci, c'est qu'elle enlève une partie de la substance de la créativité évaluative des enseignants. Et ça, je vais y revenir un petit peu parce que, évidemment, c'est des choses qui actuellement évoluent et bougent, et c'est tant mieux, dans l'accompagnement qu'on propose aux enseignants, et je donnerai quelques exemples. Cette évaluation, alors Ruth Dann disait, pour justement lutter contre, qui est aussi anglaise, disait pour lutter contre ça, on pourrait formuler l'évaluation comme apprentissage. Et l'évaluation comme apprentissage, l'idée c'est de dire je dois impliquer l'élève dans son évaluation parce que quand il s'évalue, il continue à apprendre. Il stabilise sa connaissance. Il va plus loin. Il peut rentrer dans des formes de métacognition à certains moments. Je reste prudent parce que voilà, le conflit socio-cognitif et la métacognition, c'est des trucs qu'on utilise tous les 4 matins. De temps en temps, voilà. C'est pas parce qu'on va mettre 3 élèves en face les uns des autres qu'il va y avoir un conflit socio-cognitif. Mais derrière ça, il y a cette idée-là de l'évaluation comme apprentissage. Lavaux et Halal, en 2016, qui eux s'inscrivent dans l'assessment for learning, l'évaluation de l'apprentissage, même s'ils l'ont traduit en français par évaluation soutien de l'apprentissage. Alors pas dans l'ouvrage de 2016, puisque l'ouvrage de 2016 est en anglais, mais ils disent que finalement, cette évaluation formative, sur le terrain, la communauté ne s'est sans doute pas emparée de tous les enjeux de cette évaluation formative telle que eux la définissent, c'est-à-dire une évaluation qui implique l'élève, qui est non seulement basée sur de la régulation en classe, mais aussi sur le soutien à l'autorégulation du côté des élèves. Voilà, c'est la traduction. Quand je marque notre traduction, c'est juste que c'est moi qui ai traduit. Donc vous pouvez aller regarder le texte dans son jus et éventuellement dire que vous n'êtes pas d'accord avec ma traduction. L'idée aussi, c'est de travailler sur une rupture, et c'est vrai que l'idée du soutien à l'autorégulation, elle a ce premier avantage, mais énorme, considérable, c'est de revenir sur cette question de la logique de performance. La logique de performance, c'est une logique qui est très solidement ancrée en France, c'est la logique de l'épreuve évaluative, du contrôle qu'on appelle évaluation, mais qui n'est ni plus ni moins qu'un contrôle. Alors l'évaluation fait partie, le contrôle fait partie des évaluations, du champ des possibles de l'évaluation, mais le contrôle n'est pas l'évaluation. L'évaluation est beaucoup plus large que le contrôle. Et cette idée d'épreuve, cette idée d'épreuve de contrôle, elle est très fortement ancrée en France pour des questions historiques, mais aussi pour des questions organisationnelles. Quand vous avez une classe 3 heures par semaine dans le second degré, eh bien, il y a des moments où vous ne pouvez pas toujours faire une évaluation en continu. Donc il y a des problèmes, il y a des éléments structuraux qui font que cette évaluation, elle est évidemment plus résistante dans le second degré que dans le premier degré, où dans le premier degré, le fait d'avoir un élève 6 heures par jour, ça permet quand même d'avoir une vision plus complexe de l'élève et un recours à l'évaluation qui soit plus englobant. Pour autant, cette vision de l'épreuve, il faut quand même être conscient qu'il y a une vision très déterministe, c'est-à-dire une vision qui dit que si j'ai bien appris, je ferai une bonne performance, mais qui aussi
utilise la contraposée. Si je fais une bonne performance, c'est que j'ai bien appris. Et donc cette superposition entre l'épreuve et la qualité de l'apprentissage, c'est une approche qui est une approche tout à fait contestable sur le plan psychologique. Cette vision de l'épreuve, elle favorise la motivation extrinsèque, elle favorise le fait de travailler pour la note. Combien d'élèves ensuite vont vous demander si c'est noté chaque fois que vous leur demandez de faire un truc? Ben, ils sont, pardonnez-moi l'expression, ils sont biberonnés à la note. Donc il y a un moment où, quand on est dans la carotte et le bâton, il y a un moment où, quand on vous propose quelque chose, on demande la carotte. Et cette motivation extrinsèque, la recherche montre bien, et là des recherches extrêmement solides, montrent bien que c'est non seulement favorable à la dépendance, on devient dépendant de cette note-là et on travaille pour ça, mais en plus c'est défavorable à la persévérance, c'est défavorable notamment à la résistance face aux erreurs. Céline Darnon a fait des recherches à Clermont et le met en évidence. Les questions de persévérance, notamment Lynn Corneau a beaucoup travaillé là-dessus. En plus, mais ça Fabrizio Butera vous le dira mieux que moi demain matin, c'est aussi quelque chose qui nuit à la coopération dans les groupes, suivant comment elle est menée. Or, cette coopération-là, elle est extrêmement importante pour les apprentissages. Et puis, en plus, et ça, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous faire un cours de docimologie, je vous ai mis 3 articles qui me semblent montrer que cette réflexion, elle ne date pas d'hier, 83, 97, 2018. Je veux dire, ça fait quand même un certain temps, voire un temps certain, ça fait plus de 40 ans qu'on dit que on est sur cette stratégie d'évaluation par épreuve évaluative. Elle maximise les effets de l'évaluation, les effets de halo, les effets d'encre, les effets de stéréotypie, je vous en passe, c'est les meilleurs. Voilà, c'est des choses que vous retrouverez très facilement dans la littérature. Et puis, cette question de l'évaluation de la logique et des buts de performance, elle interroge aussi la place qu'on attribue à l'élève. Est-ce qu'à un moment, dans quelle situation on met l'élève quand on est dans cette logique de performance? Vion nous dit on le met dans une position d'accusé. Ben oui, il part d'une feuille blanche et il doit prouver qu'il sait. Donc il est accusé de ne pas savoir. Il doit se défendre. Et il doit prouver qu'il sait. S'il ne sait pas, il a 0. S'il ne rend rien. Et puis, j'aime bien cette expression de Carol Dweck qui marche bien en anglais, qui marche moins bien en français, « to prove and not improve ». L'élève est mis dans la position de prouver et non pas d'accroître ses connaissances. Et donc, l'évaluation est là pour qu'il prouve ses connaissances et non pas pour qu'il les accroisse. Et puis, après l'épreuve, une fois qu'il a rendu sa copie ou qu'il a fait son oral, ça lui échappe. C'est-à-dire qu'en gros, il est censé performer avant. Une fois qu'il a rendu, c'est fini. On lui rend un verdict qui va être sous forme d'une compétence ou d'une échelle numérique. C'est pas innocent non plus. Dans le canton de Vaud, ils étaient passés aux compétences et je crois que c'est en 2003, il y a eu une enquête qui a été faite auprès des enseignants. Les enseignants, une partie importante et significative des enseignants demandaient à revenir à la note sur 20. Et quand on les interrogeait pourquoi, ils disaient parce que c'est moins source de contestation avec les parents. Quand on met une note sur 20, il n'y a pas de discussion. Ou en tout cas, il y a beaucoup moins de discussion. Est-ce un argument pour la qualité de l'évaluation? J'en suis pas bien convaincu. Et puis, ça aussi c'est important, et vous l'avez sans doute toutes et tous vu, le fait d'utiliser le mot compétence ne vous fait pas rentrer dans une logique de compétence. Quand on a vu les compétences arriver au collège, alors à l'école primaire c'est plus compliqué parce qu'à l'école primaire, enfin c'est pas plus compliqué, à l'école primaire la compétence elle vient depuis le début des années 90, donc on a eu le temps de digérer, d'avancer, voilà. Dans le second degré, quand elle est arrivée, alors elle est arrivée, vous allez me dire oui mais elle est arrivée, le premier socle de compétences il date de 2006, il a été introduit je crois à la rentrée 2009 dans le second degré, les enseignants avaient pu s'y habituer. Le socle commun de 2009, ça restait quand même très très cosmétique. Il y a quand même des collèges où on le voyait apparaître essentiellement au 3e trimestre de la classe de 3e quand il fallait aller au DNB et qu'il fallait avoir validé le socle pour pouvoir passer le DNB.
Par contre, le nouveau socle commun, là, il est rentré un peu plus fortement dans les collèges, avec parfois d'ailleurs une résistance de la part des collègues. Mais enfin, moi j'ai vu des enseignants qui étaient capables de paramétrer des tableurs Excel qui transformaient des notes en compétences. Hein, ils avaient programmé des macros, c'était génial. Ils rentraient les notes et puis paf, ça faisait des compétences. C'était très économique, très astucieux. On ne peut pas dire que ces enseignants étaient rentrés dans une logique, étaient sortis de la logique de performance. Ils avaient juste utilisé une grille cosmétique, une surcouche, hein, pour voilà. Mais en tout cas, voilà, dans une maison lézardée, on peut mettre une surcouche de peinture, ça ne réglera pas la question des lézardes. Et il y a un moment où ça s'effondrera quand même. Bref, ce sont des entretiens, c'est des analyses d'entretien, une analyse de 40 entretiens que j'avais mené dans un article là, qui est en cours de publication, où on voit vraiment comment une partie des enseignants sont rentrés dans la logique de compétences et comment une partie des enseignants sont très clairement restés à la porte. Et puis, derrière, il y a cette question de cette logique de soutien de l'élève qui est fondamentale. Je pense que si vous êtes ici toutes et tous, c'est parce que vous en êtes convaincus. Le problème, c'est que c'est toujours un peu pareil. C'est qu'il faudrait qu'on convainque ceux qui ne viennent pas. Mais bon, on va commencer par essayer de convaincre ceux qui viennent. L'approche, ce qui est intéressant, déjà, c'est que cette idée du soutien à l'autorégulation, elle nous invite à appréhender autrement la relation entre l'enseignant et l'élève. C'est ce que nous disaient déjà Normand et Derouet quand ils analysaient les évaluations standardisées et ce que ça avait apporté aussi ou pas dans le fonctionnement des enseignants. Et puis, j'aime beaucoup les travaux de Lucie Mottier-Lopez. C'est vraiment une chercheuse que j'apprécie beaucoup et que j'admire beaucoup sur son travail parce qu'elle a une évolution dans ses travaux que je trouve extrêmement solide et extrêmement pertinente. Elle développe, elle part de l'idée de microculture de classe en disant l'évaluation c'est quelque chose qui se négocie en classe, mais toutefois qui se négocie pour partie, parce qu'il y a des choses non négociables, il y a des éléments, des critères liés au savoir qui ne se négocient pas, et il y a des parties de formulation de critères qui se discutent. Négocier n'est pas jouer les marchands de tapis, hein. Négocier c'est dire comment on peut formuler cette compétence, comment on peut la voir dans les productions que vous allez faire et dans votre travail, comment ça s'observe, qu'est-ce que ça nécessite pour y arriver. C'est tout ce travail, cette création de cette micro-culture de classe qui est dans une macro-culture scolaire, mais qui laisse des espaces de discussion et de négociation à un enseignant face à ses élèves. Et elle dit même dans un article de 2020 sur la norme qu'il y a même des normes sociales qu'on arrive à réinterroger en classe et qui peuvent être véhiculées par les parents, mais qu'on arrive à laisser à la porte grâce à cette création de microculture de classe. Avec l'idée, je ne vais pas rentrer dans le détail, qu'elle reprend à John Lave, sur l'idée que dans une situation, dans un contexte, il y a ce que John Lave appelle l'aréna, c'est-à-dire ce qui ne se négocie pas, ce qui fait que voilà, les mathématiques, il y a un moment où le mathématique, l'anglais, il y a des règles qui font que quelque chose est juste ou faux. Et ça, on peut tourner autour du pot tant qu'on veut, voilà. Et en même temps, il y a ce que Lave appelle le setting, c'est-à-dire cette partie de discussion et de négociation qu'on peut avoir avec les élèves. Qu'est-ce que ce serait quelque chose de juste? Jusqu'où on va et jusqu'où on exige le résultat? Comment on peut discuter? Et Mottier-Lopez montre que c'est possible. Elle travaille sur des classes de primaire, hein, et ensuite elle analyse aussi des évaluations dans le premier, second degré, et elle montre que c'est possible. Et puis, j'aime aussi beaucoup cette phrase de Sylvie Cartier, Constant et Janos sur le côté, la qualité de l'enseignement et de l'évaluation de l'enseignant. Est-ce que finalement, on ne peut pas évaluer la qualité de son évaluation à l'aune de ce que ça permet au niveau de l'élève en matière d'autorégulation? C'est-à-dire en quoi l'évaluation de l'enseignant, les pratiques évaluatives de l'enseignant, aide l'élève à porter un regard évaluatif sur ce qu'il fait pour progresser. Au-delà de la validation et de la certification, qui fait aussi partie du rôle de l'enseignant, de pouvoir à un moment certifier des compétences en fin de parcours, mais pendant sa période, pendant son trimestre, pendant son semestre, comment l'enseignant aide l'élève à s'associer à l'évaluation qui est portée sur ce qu'il sait faire ou pas. Parce que finalement, si l'élève repart gros Jean comme devant avec son évaluation, que ça ne lui a servi à rien, si ce n'est à se prendre une note, est-ce que finalement, il n'y a pas un défaut dans les compétences évaluatives de l'enseignant?
ou en tout cas dans leur mise en œuvre, parce qu'il peut avoir des compétences et pas les mobiliser. Les enjeux et les obstacles, d'abord, tous ceux qui ont essayé de travailler sur des pratiques évaluatives en classe un peu différentes, a fortiori s'ils sont dans le second degré, ont bien compris qu'il y a des résistances. Et ont bien compris que travailler avec tous ses collègues, c'est compliqué. Voilà. Et Antoine Pro dit que depuis, alors lui, historien, brillant historien de l'éducation, il dit depuis 1902, toutes les réformes de l'évaluation au lycée se sont explosées sur le mur de « on ne peut pas faire rentrer dans les filières d'excellence des gens qui n'ont pas le niveau ». Classes préparatoires, grandes écoles, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et il le montre, c'est quelqu'un qui a quand même une forte notoriété et des compétences absolument reconnues, Antoine Pro, et il a vraiment, il insiste sur ce phénomène-là. Et je reprends l'idée de Goffman, l'idée des normes, et notamment les sanctions sociales des normes. C'est-à-dire que Goffman nous dit, quand vous essayez d'être créatif dans les pratiques évaluatives, alors lui il ne parle pas des pratiques évaluatives, évidemment c'est moi qui tire cette idée, les normes sociales qu'il définit, mais quand vous essayez dans votre classe de faire bouger vos pratiques évaluatives réellement en profondeur, eh bien vous allez avoir un contrôle social qui va s'exercer par les élèves, par les parents, par vos collègues, par l'institution. Ce contrôle social, il peut éventuellement être de votre côté, j'en reparlerai. On peut avoir un chef d'établissement extrêmement soutenant, qui incite à l'expérimentation, qui vous protège. On peut avoir une école, un collectif dans une école ou dans un collège qui soit complètement, voilà, et on avance ensemble, et donc qui soit très protecteur. Un IEN qui regarde ça avec beaucoup de bienveillance et qui accompagne. Voilà, évidemment, on ne va pas caricaturer. Mais ce contrôle social, il s'exerce à plusieurs niveaux et puis il nécessite, souvent quand on change nos pratiques évaluatives, d'accompagner les parents. La note sur 20, c'est rassurant. Je parle évidemment plutôt du second degré. Nos parents dans le premier degré, maintenant, ils ont commencé quand même aussi à suivre le mouvement, même si on a toujours des parents qui viennent vous voir en CM2 pour vous dire « mais l'an prochain, il aura quoi comme note ? C'est sympa vos compétences, mais ça va donner quoi en gros ?» Et certains enseignants du CM2 qui cèdent à ça et qui font à un moment des doubles notations. Thibierge nous dit, c'est pas très étonnant, elle est plutôt juriste, elle regarde la société sous l'angle des normes justement, et elle dit mais on est dans une densification normative de toute façon, donc l'éducation, elle est comme tout le reste, elle est dans cette densification normative, donc dans cette logique de contrôle, elle y est aussi, et notamment avec ces référentiels, les référentiels qui dépassent souvent leur potentiel, ce qui a présidé à leur construction. Chloé Reski montre bien la dimension, pourquoi a été pensée au départ l'idée du référentiel et comment, parfois, quand on l'utilise en formation professionnelle, c'est compliqué. Et il nous alerte déjà sur un outil qui est fait pour des évolutions de carrière que l'on applique en formation. C'est-à-dire qu'ils disent, attention à ne pas transposer sans réflexion un outil d'évaluation RH à un outil de formation. Ça se réfléchit, ça se pense. Maillard montre à quel point les référentiels, ça donne, certes c'est important, ça permet de discuter, mais il y a des choses qui n'entrent pas dedans. Comme disait une grande philosophe que j'aime beaucoup, Zézette épouse X, dans Le Père Noël est une ordure, ça dépend, ça dépasse. La réalité, effectivement, les référentiels ont des limites d'enfermement de la réalité. Ils ne peuvent pas tout dire. Et puis, ces normes-là constituent aussi l'entrée dans le métier. J'avais analysé des dossiers, alors quelques-uns, c'était une recherche préliminaire, des dossiers RAEP, donc vous savez, c'est des gens qui voulaient passer le CAPES interne, qui étaient assistants d'éducation ou contractuels et qui ont le droit de passer le CAPES interne au bout d'un certain moment. Et dans leur dossier RAEP, j'avais pris des dossiers RAEP évidemment de candidats acceptés pour voir à quel point cette appropriation des normes professionnelles était un élément extrêmement caractéristique des dossiers RAEP dits qualitatifs. Donc,
Comment, et c'est des choses qu'on voit aussi en formation initiale, comment ces référentiels sont aussi quelque chose qui devient une représentation préalable du métier. Là encore, mon but, ce n'est pas de détruire les référentiels ou de les chasser. C'est juste qu'on sache ce qu'on fait et avec quoi. C'est un peu l'intérêt du chercheur. Alors, je regarde juste l'heure pour essayer quand même de tenir mon timing. Les enjeux et les obstacles derrière. Alors, là encore, la position du chercheur est d'être nuancée. Hein, je n'ai pas, et que les choses soient claires, ce n'est pas du tout je ne tiens pas de propos idéologique. Je tiens un propos que j'estime être le propos du chercheur. Le discours institutionnel est très peu clair en ce qui concerne l'évaluation. Il est très peu clair à plusieurs niveaux. D'abord, il est très peu clair dans les textes qui sortent. Si vous regardez sur le projet d'évaluation du lycée, la circulaire, vous allez me dire, elle est sortie pendant l'été, il y avait une urgence, ok, j'entends complètement. Mais cette circulaire, elle dit des choses parfois un peu paradoxales. Elle dit des choses très intéressantes, hein. Vraiment, elle vaut le coup vraiment d'être regardée de près, mais elle n'est pas complètement lisible, elle n'est pas complètement claire. L'ensemble des textes sur le socle commun n'est pas toujours non plus complètement unidimensionnel. Et puis, le rôle des évaluations standardisées non plus. C'est-à-dire les évaluations standardisées que l'État propose aux élèves, c'est un outil qui est extrêmement pertinent, extrêmement intéressant en matière de pilotage. Un pouvoir public est obligé de piloter ses décisions et on espère qu'il prend des données avant de prendre des décisions. Donc ces données sur les évolutions du niveau des élèves dans certains items, il en a besoin et c'est important qu'il les ait. Toutefois, Nathalie Mons disait souvent le couteau suisse de l'évaluation, ça n'existe pas. Une évaluation, elle est pensée par rapport à un objectif et je ne peux pas utiliser une évaluation qui est faite comme outil de pilotage, comme évaluation comme outil pédagogique. Elle me donne une vision des choses, mais elle ne me dit pas dans la granularité fine des acquis des élèves. Et parfois, on a un discours qui n'est pas toujours très clair sur les évaluations que propose l'État et que propose l'institution. Donc, on a un problème un peu de brouillage de messages qui n'est pas complètement limpide sur ce qu'on attend des enseignants au niveau de leur pratique évaluative. Vous devez faire de l'évaluation formative, nous dit la circulaire sur le projet d'évaluation au lycée, mais vous devez produire une note certificative. Normal, il y a le baccalauréat. Oui, mais comment ? Comment j'articule l'évaluation formative et l'évaluation certificative ? On a des apports de l'inspection générale qui nous disent « mettez 3 épreuves ». Oui, donc vous faites une moyenne d'épreuves. Donc vous dites le contraire de ce que vous dites dans l'évaluation formative, puisque une moyenne d'épreuves, ce n'est pas formatif. Donc il y a un moment où ce travail... Alors là encore, je ne jette pas du tout la pierre à l'inspection générale qui a réussi à produire un truc dans un temps record, honnêtement, je suis même plutôt admiratif. Mais pour le coup, cette réflexion, et on le voit dans les lycées, comment des enseignants ont bricolé des choses à la rentrée 2021, et comment maintenant on a l'impression qu'après coup, ils commencent à se dire « qu'est-ce qu'on peut en faire ?» Alors dans certains lycées, pas dans tous. Mais on a des équipes enseignantes qui disent « ok, bon, on l'a mis parce qu'il fallait mettre, maintenant on va essayer de le faire de façon intelligente. » On a aussi, alors Roquet Witkowski en parle, mais Demailly Broise aussi, le problème d'avoir ces injonctions paradoxales, c'est qu'il y a dedans, il y a injonction aussi, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de déprofessionnalisation qui est à la manœuvre, où l'enseignant va appliquer, moi je vois au niveau du projet d'évaluation, les enseignants qui disent, bon l'inspection générale nous dit 3 épreuves, la moyenne de 3 épreuves, on fait 3 épreuves. Le problème dans les pratiques évaluatives, et je reprends ce que je disais au début, c'est que c'est quelque chose qui se crée, que les enseignants doivent construire dans leur classe. Donc, il y a un moment où il faut leur laisser ces espaces de construction et de reprendre la main sur leur professionnalisation. Que les collectifs enseignants aient cet espace de recréation et de réappropriation de leur profession, c'est-à-dire cette idée de corps constitué qui a une vision, qui partage des valeurs, qui partage des missions. Isaïeva et ses collègues ont montré avec des comparaisons de plusieurs pays, France, Suisse, je crois que c'est Roumanie, Turquie, et ils sont allés piocher aussi des informations et des enquêtes qui avaient été menées dans les pays d'Asie, et montrent le nombre de réformes, donc il n'y a pas que chez nous, le nombre de réformes de l'évaluation qui s'explosent sur le mur de l'indifférence des enseignants, tout simplement parce que les enseignants ne se sentent pas impliqués dans cette réforme de l'évaluation.
Pour autant, ces réformes de l'évaluation, elles ont du sens, hein. La réforme du lycée, elle a du sens. Quand on le regarde de près, il y a vraiment des choses à faire. Le socle commun et l'introduction du socle commun au collège, il y a vraiment du sens, il y a vraiment des choses à faire. L'idée, évidemment, enfin je veux dire, nos décideurs ne sont pas des idiots, donc les idées, et les fondamentaux sont toujours très intéressants. C'est juste que de la coupe aux lèvres, il y a un espace qu'il faut penser. Et puis, ce qui est important, c'est que cette logique-là, il faut la combattre. La logique, pendant très longtemps, la logique française, c'était ce que je rappelle l'imaginaire de la performance. Ok, on en a parlé. On a décliné avec l'apparition de la didactique, depuis une vingtaine d'années, dans une forme de logique de la maîtrise. Je vais faire des séquences didactiques, je vais remédier, je vais maîtriser un petit peu les apprentissages. Et c'est vrai que c'est un point en avant. C'est un pas en avant important parce que la didactique a vraiment cette un peu généralisation, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas cette diffusion de la didactique dans les pratiques enseignantes a été une vraie plus-value et a apporté véritablement des choses importantes. Cependant, sur la logique de la construction, je vais modérer mes propos entre le premier et le second degré. La logique de construction, c'est-à-dire l'idée de développement de l'élève, de phase de développement, a infusé le premier degré un peu, même, à certains endroits même bien, moins le second degré, là encore, hein, les contextes ne sont pas les mêmes. C'est quand même plus facile de voir un élève se développer quand je l'ai 6 heures par jour que quand je l'ai 3 heures par semaine. Ça, c'est absolument indéniable. Mais cette logique de construction, elle est mitigée, elle arrive à certains endroits, pas à d'autres. En revanche, l'imaginaire, ce que dit Jaurès, c'est que l'imaginaire de la compréhension, c'est-à-dire quel sens l'élève donne à ce qu'on est en train de lui faire faire, quelles ressources il va avoir pour se mobiliser autre que le fameux contrat didactique, c'est-à-dire le petit élève bien scolaire qui, de toute façon, va faire ce qu'on lui dit et va réussir, donc celui-là, voilà, pas trop de difficultés. Et cette question de la logique de la compréhension, elle se pose avec beaucoup d'acuité dans les milieux les plus éloignés de l'école. Parce que le sens de ce qu'on demande à un élève, quand il n'est pas dans le moule et la ligne droite par sa famille de la scolarité versus la réussite aux études, eh bien, elle mérite d'être interrogée. Arrivons à notre troisième point sur l'autorégulation, et je vous rappelle, je vous ai dit que je ne prenais sur l'autorégulation que les éléments que je vais utiliser ensuite, et je n'ai pas la prétention de faire une approche exhaustive de l'autorégulation que des enseignants et des chercheurs en psychologie pourraient faire bien mieux que moi. En gros, déjà, je trouve ce qui est intéressant, c'est ce qu'avaient déjà développé Hadwin et Winnie. Et je vais mettre la deuxième citation de Winnie parce que je trouve qu'elle va bien avec. C'est l'idée qu'on ne peut pas ne pas s'autoréguler. Tous les élèves s'autorégulent. Tous les élèves portent un regard sur ce qu'ils font. C'est juste que les critères qu'ils utilisent ne sont pas forcément pertinents. Un élève en difficulté va regarder sa production à partir de critères qui ne sont pas forcément des critères pertinents, parce que s'il regardait sa production avec des critères pertinents, sans doute serait-il moins en difficulté. Je vous donne un exemple, tout bête. Quand vous demandez à un élève d'apprendre sa leçon, on sait très bien que cette notion d'apprentissage est socialement très discriminante. Parce que dans des milieux plus défavorisés, derrière l'apprentissage, on met surtout de la mémorisation. J'essaie de ne pas casser quand même. Donc on met surtout de la mémorisation et on va avoir des parents qui accompagnent leur enfant en faisant réciter la leçon. Là où dans des milieux plus favorisés, on va avoir des parents qui vont poser des questions sur la leçon et vérifier si elle est bien comprise. Donc là, c'est un exemple un peu caricatural, mais l'idée de la représentation de l'apprentissage, évidemment, elle est beaucoup plus exacte dans des familles où les parents ont fait des études et donc ont réussi leur parcours, que dans des familles qui ont fait pas ou peu d'études. C'est un peu une évidence, mais ces critères-là, ça veut dire qu'il faut les prendre en charge. Ça fait partie des missions de l'enseignant. Donc travailler sur qu'est-ce que c'est qu'un apprentissage réussi, sur le fameux apprendre à apprendre, qui est parfois un peu vidé de son sens et utilisé à toutes les sauces, mais si on le prend en frontal et de façon un peu précise, il a du sens. Cette appropriation des critères, et donc associer l'élève à son évaluation pour lui permettre de s'approprier les critères, ça fait partie de la mission de l'enseignant. C'est aussi enseigner.
Une partie des discriminations sociales, je vous renvoie sur des vieux écrits, hein, mais Lahire le disait déjà dans les années 2000, hein, culture écrite et inégalité scolaire. Bucheton l'a dit maintes fois également. Et même sur le plan didactique. Riac, Rayou, Sansevi nous disent que même sur le plan didactique de l'apprentissage, de l'acquisition des connaissances et des compétences disciplinaires, eh bien ces arrière-plans jouent un rôle d'obstacle chez les élèves, chez certains élèves. Il y a donc bien un enjeu absolument fondamental dans le soutien à l'autorégulation au niveau de cette phase d'appropriation et de compréhension, un, du sens de ce qu'on fait, et deux, des critères d'évaluation de ce qu'on fait. Mais Mottier-Lopez, avec l'idée de microculture de classe, ne disait rien d'autre. Alors, j'ai pris une définition qui est celle que j'utilise, qui est celle de Pintrich, que j'ai non seulement traduit, mais soulignée. Donc là, il y a une grosse partie de caviardage de ma part. Mais cette idée-là, c'est surtout pour dire que c'est un processus complexe, c'est un processus qui amène à surveiller en fonction d'objectifs, à regarder ce qu'on fait, à contrôler ce qu'on fait, à modifier ce qu'on fait, qu'il y a des éléments cognitifs, mais aussi motivationnels, et que c'est quelque chose qui est dans un cadre que pose l'enseignant et qui est le cadre du type de tâche qu'on lui propose. Et j'aime cette idée aussi d'agentivité, c'est-à-dire de fait que c'est l'élève qui est le premier acteur de son autorégulation. On n'enseigne pas l'autorégulation, on soutient le développement chez l'élève d'un processus d'autorégulation. Voire deux processus, avec un S à la fin, mais il y a déjà un S, d'autorégulation. Donc l'idée, c'est vraiment cette idée de soutien, qui est à mon sens fondamentale. Alors, derrière les croyances motivationnelles, là encore, je vais les regarder de façon je vais les survoler, hein, mais c'est juste pour montrer sur quoi j'ancre mon propos. Ces visions motivationnelles, ces croyances motivationnelles, elles sont multiples et elles ont des effets très concrets et très réels sur la qualité des apprentissages. On va y trouver le sentiment d'efficacité personnelle, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode, qu'on entend de plus en plus, mais qui a une réalité, une solidité. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que Bandura appuie le sentiment d'efficacité personnelle sur le discours des personnes jugées compétentes. Pour un élève, le discours de l'enseignant, hein, quand même, le discours de ses parents aussi, vous allez me dire. Mais, sur la réussite, oui, un élève qui est tout le temps en échec, il y a un moment où il ne peut pas avoir un sentiment d'efficacité personnelle élevé s'il est tout le temps en échec. D'où, quand vous donnez une tâche évaluative à un élève dont vous savez pertinemment qu'il n'y arrivera pas, avant même de lui donner, vous savez qu'il n'y arrivera pas. Vous ne pouvez pas dire que vous le mettez en réussite. Hein. La comparaison, c'est vrai que réussir quelque chose d'un peu compliqué, là où tout le monde ne réussit pas. C'est quelque chose qui est valorisant. C'était compliqué. Sans aller jusqu'à une comparaison de note à note avec tous ses petits camarades, se dire que ce n'était pas évident et qu'on y est arrivé. C'est quelque chose qui alimente ce sentiment d'efficacité personnelle. Là où, au contraire, rater quelque chose que tout le monde a réussi. Et puis cette idée d'anxiété. Ça aussi, c'est important. Parce que l'anxiété de l'épreuve évaluative, plus je sacralise mon épreuve évaluative, plus je la charge émotionnellement. Plus 15 jours avant, j'ai dit à des élèves « Attention, révisez bien !» Ce sera quoi F3 ? Plus je charge émotionnellement l'épreuve. Et l'anxiété est quelque chose qui est totalement destructeur chez certains élèves. En plus, la recherche nous montre que c'est complexe. C'est-à-dire qu'en gros, l'anxiété en fonction de paramètres sociaux, du genre, de la tâche, de la discipline en question, tous ces éléments-là jouent très différemment. J'y reviendrai un peu rapidement après. La nature des buts, est-ce que je suis vraiment dans une logique de performance, de performer, je travaille pour la note, ou est-ce que je suis dans une logique de compétence, d'essayer d'apprendre, d'essayer de comprendre, d'essayer de progresser ? C'est clair que quand je fais un travail de groupe qui n'est pas noté dans une pédagogie du projet, je suis plus dans une logique de compétence que dans une logique de performance, sauf si je mets mes groupes en compétition.
Le sentiment d'autodétermination, j'aime beaucoup les derniers travaux de Ryan et de Sioux, de chez Ryan, sur les échelons entre une motivation purement extrinsèque et intrinsèque et tous les paliers d'intériorisation de la motivation des éléments extrinsèques et à quel point je les intériorise et comment à un moment je bascule dans quelque chose qui vient de moi. Ça veut dire que ces travaux montrent bien que c'est beaucoup plus complexe que classifier en motivation extrinsèque ou intrinsèque, mais c'est vraiment se dire qu'on peut amener, il y a un cheminement à faire entre une motivation qui peut être au départ apportée par l'enseignant et qui peut devenir la motivation de l'élève. Et avec cette vision organismique, désolé, j'ai traduit, en américain c'est organismique avec un C, voilà, je me suis contenté de mettre QU à la fin. Mais en gros, ces travaux montrent bien tout cet échelon et ce glissement que je trouve extrêmement intéressant sur le plan de l'accompagnement des enseignants. Et puis évidemment, la valeur attribuée à la tâche. Quel est l'enjeu de la tâche? Pourquoi je la fais? Quand un élève vous dit « mais de toute façon, votre truc, ça ne sert à rien », vous vous rendez compte que dès le départ, ça va être quand même un peu compliqué de le motiver. Et puis, quelques variables modératrices. Là encore, le but, ce n'est pas de faire le tour de l'autorégulation, mais de vous dire des choses que je vais reprendre juste dans la partie d'après, c'est-à-dire des leviers d'action, ce qui semble être des pistes intéressantes. Donc, Latham et Locke travaillent sur des éléments où ils disent, attention, c'est bien les croyances motivationnelles, mais il y a quand même un moment des variables modératrices qui jouent aussi, qui arrivent un peu, avec l'idée du niveau de défi de la tâche, quel intérêt la tâche porte, l'élève attribue à la tâche en termes de défi, mais de défi au regard de ses compétences. C'est-à-dire qu'évidemment, si on lui propose quelque chose qu'il sait trop faire et qui est trop facile, comment vous voulez le mobiliser? Si on lui propose quelque chose qui a des années-lumière de ce qu'il est capable de faire, comment vous voulez le mobiliser? Comment travailler sur ce lien entre le défi et les compétences actuelles? La question du cadre d'exécution de la tâche, là encore, des recherches, des apports de la recherche prouvent, j'utilise le terme preuve prouvée à dessein, prouvent que, par exemple, quand on demande à un élève, quand on dit à un élève, tu as 10 items et tu as le droit à 5 erreurs, eh bien, ça ne provoque pas la même démarche que quand on dit à un élève, tu as 20 items, il faudrait que tu en réussisses 15. C'est bête, ça a l'air... Ah ouais, mais ça provoque des choses. Là encore, le fait qu'un enseignant a besoin aussi d'avoir des connaissances scientifiques pour avancer et pour proposer des choses à ses élèves qu'il n'est pas censé découvrir tout seul. Mais enfin, d'un autre côté, s'il y a des chercheurs comme moi, si on est payé par nos impôts, c'est bien qu'on est censé servir à quelque chose. Et puis, la dimension individuelle de l'engagement. Cornu avait mis en évidence que le groupe est un levier sous-exploité. C'est-à-dire que le groupe est quelque chose qui engage. Quand vous donnez une tâche à un groupe de 4 élèves, si vous la construisez bien, l'élève un peu tiède, il a plus de chances de se mobiliser dans un travail de groupe que si vous lui demandez tout seul. Le groupe est aussi protecteur de l'erreur. C'est-à-dire que Bocart montre comment les élèves qui sentent qu'ils vont un peu au casse-pipe ont tendance à ne pas travailler ou à ne pas s'investir dans la tâche, parce que plutôt qu'aller au bout et se rendre compte qu'on n'a pas réussi, on peut abandonner plus tôt. Donc Bocart montre comment il y a des stratégies de protection de l'élève, pas toujours conscient d'ailleurs, mais le groupe est protecteur d'une partie de ces stratégies. Parce que le groupe est protecteur de l'échec. Si on n'y arrive pas complètement, c'est pas très grave, on était en groupe. Avec les questions, alors par contre, effectivement, ces travaux-là montrent que ça marche à condition qu'il n'y ait pas de friction entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs. Mais là, je renvoie sans doute à ce que dira Fabrizio Gutera demain, parce qu'il a beaucoup travaillé justement sur ces logiques-là et comment, quand la logique individuelle s'exerce au sein d'un groupe, ça fait perdre au groupe son intérêt. En gros, quand je mets un groupe et que je dis chaque élève aura une note différente, il ne se passe pas la même chose que quand je dis que tout le groupe aura la même note. Mais il vous dira beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Et ma dernière partie, ce qui me donne une chance de tenir à peu près mon timing, c'est à partir de là, quel levier on peut en tirer, quelles pistes on peut en tirer. Alors il y a des pistes qui ont été éprouvées par la recherche, il y a des pistes qui sont en cours de recherche, et puis il y a des pistes qui sont ouvertes et qui sont à explorer. D'abord, la question
je vous l'ai dit, moi je m'intéresse aux pratiques enseignantes, donc forcément je m'intéresse à l'enseignant. Et déjà, au départ, comment on mobilise les enseignants à faire évoluer les pratiques évaluatives pour soutenir l'autorégulation? Déjà, ça a l'air bête, hein, c'est une banalité. Sauf que c'est une banalité, les sciences de gestion nous disent que c'est une banalité pas si banale. C'est en gros comment je crée l'adhésion dans la profession. Comment j'amène la communauté enseignante à se mobiliser sur cette question-là, avec tout ce que ça demande comme travail, comme effort, comme doute. Revenir sur sa pratique, quand vous enseignez depuis 20 ans, revenir sur sa pratique, c'est pas confortable. Hein. Réinterroger ce qu'on fait. Et une approche des stakeholders, la théorie des stakeholders, vous savez, en France, je ne sais pas si ça a été théorisé, c'est la théorie des parties prenantes, c'est-à-dire de se dire, on prend des décisions collectives, on remet autour de la table toutes les parties prenantes. Sauf que ce n'est pas parce qu'on les met autour de la table qu'ils participent réellement à la décision finale. Et qu'il y a un moment où dans les établissements, ou dans les écoles, quand on travaille sur une mise en œuvre d'une nouvelle façon d'évaluer ou d'une évolution des pratiques, parce que l'idée n'est pas forcément de rentrer dans une rupture, mais on peut travailler dans des glissements, hein, eh bien, comment on ajuste cette théorie des parties prenantes, comment tous les acteurs se mettent autour de la table, et je reviendrai là-dessus, parce que dans une recherche que je suis en train de mener, c'est un élément qui est extrêmement saillant, que tous les acteurs doivent être là. La question du soutien au développement professionnel. Le développement professionnel, c'est aussi quelque chose d'identitaire, c'est aussi quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place avec la nouvelle génération. Hein. Je lisais un post là d'une collègue qui dirige une école académique dans une autre académie et qui disait mais la nouvelle génération, elle est prête à faire des emplois moins rémunérés mais qui ont du sens. On a des gens des jeunes qui quittent certains boulots très bien payés pour reprendre des emplois moins payés, mais qui ont du sens, dans lesquels ils s'y épanouissent, ils s'y retrouvent. Cette question, elle est fondamentale. C'est-à-dire, en gros, comment on accompagne le développement professionnel des enseignants et comment on fait que le métier d'enseignant, ça redevient un métier plein de suspense. Pas seulement de suspense de savoir comment le petit Nathan va se comporter aujourd'hui, qui est un suspense pas forcément super heureux quand le petit Nathan a tendance à être un petit peu fantasque. Mais l'idée, c'est de se dire comment on développe notre carrière, comment on développe ce qu'on fait, comment on avance, comment on se donne des nouveaux challenges. Et ça, évidemment, collectivement, hein, parce que se donner des challenges tout seul, voilà. Hein, aller tuer un dragon avec un cure-dent, c'est quand même risqué. Donc, l'idée de comment on retravaille sur le développement professionnel, comment on redonne envie. En 2017, il y a eu l'introduction des entretiens de carrière, avec tous leurs défauts, là encore, au niveau de leur application. Mais l'idée, là encore, n'était pas inintéressante. Comment on amène les enseignants à faire des points sur leur carrière, à se projeter dans ce qu'ils veulent faire, à avancer là-dessus. Comment on peut travailler là-dessus. Je dirige là, à partir de la rentrée, une thèse qui est menée par un IAIPR et qui travaille justement sur les rendez-vous de carrière et quels sont les leviers que propose le rendez-vous de carrière et à quelles conditions et quelles seraient les pistes pour en faire quelque chose qui véritablement soutiendrait le développement professionnel. Il y a de quoi faire une thèse, à mon avis, on pourra même enchaîner derrière avec une HDR. Mais il y a cette question du développement professionnel. Oui, je veux juste revenir que le développement professionnel, ça marche en plus. Tim Perley écrivait en 2011 et mettait en évidence en 2011 que des enseignants qui se développent professionnellement, ça crée de la réussite chez les élèves. C'est pas juste pour leur bien-être, c'est le bien-être de tout le monde. Et puis dépasser certaines représentations. Bouffard et Vezeau montrent par exemple dans l'échantillon d'enseignants qu'ils interrogent que la moitié de leurs enseignants pensent que quand un élève a produit un travail, le fait qu'il soit en doute quand il rend son travail, qu'il ait des doutes sur son travail, c'est positif. Super, la recherche dit exactement le contraire. Donc, il y a aussi des apports de la recherche pour déconstruire un certain nombre d'idées. Mais ça, je veux dire, on ne peut pas en jeter la pierre aux enseignants si à un moment, il n'y a pas eu de formation, il n'y a pas eu d'accompagnement. Donc, je dirais c'est aussi un travail collectif à faire, que chacun fasse un pas vers l'autre.
Thomas montre comment des enseignants, alors corps défendant, relaient des stéréotypes genrés entre les filles et les maths. Mais des enseignants et des enseignantes. Donc c'est bien que leur but, c'est pas juste de décourager les filles. C'est juste que malgré tout, on relaie des choses parce que on n'a pas ces temps de prise de recul, d'interrogation sur ce qu'on fait, ces temps de réflexivité sur sa pratique. Est-ce qu'il ne serait pas possible de former des enseignants au soutien à l'autorégulation ? Si, a priori, ça a été montré par la recherche qu'en plus, quand on le fait, ça marche. Alors, encore dans des conditions expérimentales, à voir à quelles conditions on peut étendre cela. Et puis, accompagner l'évolution des postures, ça fonctionne dans les établissements scolaires. C'est une recherche qu'on avait menée dans la banlieue de Lyon avec Hélène Crosset-Spinelli et un collectif de chercheurs, dont certains chercheurs, alors, je ne sais pas si c'était de Grenoble, je crois que c'était de Saint-Étienne. Je ne voudrais pas faire les sœurs ennemies, je ne voudrais pas faire de bêtises, mais en tout cas, en proximité, il y avait eu des choses extrêmement intéressantes qui avaient été menées, et on avait vu des évolutions de pratiques vraiment intéressantes. Par contre, et j'y reviendrai, ça avait demandé un soutien inconditionnel de l'équipe de direction. C'est-à-dire que le proviseur et son adjoint étaient vraiment ultra impliqués, ultra soutenants. Vraiment, voilà. Travailler avec les élèves à partir de la théorie des buts, aussi, ça me semble quelque chose d'intéressant. Tenter, alors là, pour le coup, je ne vais pas vous présenter des recherches que j'ai conduites derrière parce que j'en ai pas, mais c'est des pistes qui me semblent intéressantes à creuser. Cette idée d'essayer de faire glisser le discours des enseignants vers des buts de compétences et eux-mêmes de leur faire prendre conscience qu'ils doivent sortir de cette logique de performance, dans lesquelles, je vous dis, on infuse tous, on s'est tous construits dedans. C'est aussi cette culture de compétition qui creuse les inégalités. Alors on a pléthore de travaux, y compris des travaux récents. On a les analyses OCDE, les analyses de PISA, qui montrent bien comment cette logique de performance, elle creuse des inégalités au sein de plein de catégories. C'est-à-dire comment elles creusent les inégalités entre les garçons et les filles au niveau des très bons élèves, comment elles creusent les inégalités entre élèves issus de milieux défavorisés et élèves issus de milieux plus favorisés. Quand je dis favorisés, je parle au sens académique du terme, c'est-à-dire plus proche de l'école et des critères implicites de l'école. Et cette question de changer de posture semble essentielle. Et là, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé dans la recherche que je vous présenterai rapidement après. Cette idée, Lavaux nous le dit depuis longtemps, Jorot depuis encore plus longtemps, Vial aussi, cette idée d'être explicite dans l'enseignement sur les critères d'apprentissage, là aussi, je renvoie à cette idée de microculture de classe, de négociation des critères, d'explicitation des critères dans une séquence pédagogique. C'est des choses que on travaillera là, dans l'atelier dans lequel j'interviens cet après-midi, notamment, c'est-à-dire comment travailler sur l'appropriation des critères d'évaluation par les élèves et quelles sont les pistes qu'on peut avoir. Et puis, alors ça, pour le coup, c'est une recherche qui vient de débuter, qui vient de commencer. C'est comment on amène les enseignants parce que pour communiquer les critères et pour communiquer des critères d'évaluation des compétences, il faut déjà les avoir formalisés. Et les critères que propose l'institution, critères de type LSU ou à sortir des programmes, sont des critères de fin de parcours, sont des critères de certification, sont des choses qui se certifient à la fin. Ce ne sont pas des critères qui sont formulés pour être des critères d'apprentissage. On le voit quand, dans la réforme du collège, certains enseignants ont essayé de faire ces en-têtes de copies, vous savez, où ils sont allés prendre des critères LSU qu'ils ont mis à l'en-tête des copies pour situer les élèves par rapport à ces critères-là. Il est très très rare que les élèves s'en soient emparés, parce qu'il y a un tel niveau de généralisation du critère que c'est inutilisable en cours d'apprentissage. Donc il y a tout un travail de ce que Rémo et Figari appelaient la référentialisation, c'est-à-dire construire les critères d'évaluation à partir de ce que j'attends de l'élève à chaque stade de la construction de sa connaissance tout au long du trimestre. Et après, derrière le critère de référentialisation, qui est déjà un travail considérable,
Il y a tout le travail de dévolution de ces critères, c'est comment j'aide les élèves à s'en emparer. C'est un travail considérable. C'est un travail qui, à mon sens, et je vais expliquer pourquoi, ne peut pas être fait seul. Seul un collectif peut le faire. Parce que c'est un travail qui est extrêmement lourd, et dans une recherche qui a débuté très récemment, que je mène au lycée Brémontier de Bordeaux, avec la coordination d'Agnès Duranton, hyper de mathématiques, avec le soutien du chef d'établissement plein et entier, et avec 2 enseignants de mathématiques qui sont des enseignants aguerris, qui sont des formateurs, on travaille justement sur comment déconstruire et reconstruire le programme à partir des compétences mathématiques, des compétences et capacités mathématiques. On travaille, puisque c'est le projet, c'est dans le cadre des travaux que mène cette académie sur le projet d'évaluation, on travaille sur la classe de seconde, puisque vous vous doutez bien qu'on ne va peut-être pas expérimenter sur des classes qui comptent pour le baccalauréat, on ne va peut-être pas utiliser des élèves comme des rats de laboratoire, sachant les enjeux qu'il y a derrière au niveau du bac. Donc on travaille pour l'instant sur la seconde en essayant de voir comment on arrive à embarquer les élèves, à les impliquer dans leur évaluation, et est-ce qu'on arriverait, y compris au lycée, à travailler sur la construction d'une note certificative autrement que par la moyenne des notes. Et pourquoi je dis que le collectif est nécessaire? Parce que rien qu'à 2 déjà, les 2 à un moment ou à un autre m'ont dit « mais s'il n'y avait pas l'autre, j'aurais abandonné ». Parce que c'est dur, parce que c'est énormément de travail, parce que c'est beaucoup de doutes et beaucoup de questions. Et que là encore, comme on dit pour les élèves, pour pas qu'ils décrochent, le groupe est protecteur, mais on est tous des êtres sociaux. Donc il y a vraiment l'idée qu'il y a un travail à faire et que cette expérimentation, le but, alors on est là pour l'instant dans une expérimentation, donc quelque chose d'exploratoire, à Bordeaux. Normalement, à partir de janvier, on devrait mener la même chose à Nice et dans l'académie de Nice. L'objectif étant déjà d'explorer pour ensuite tester ce qu'on va trouver, tester nos hypothèses sur un échantillon beaucoup plus large de lycées et là ensuite de pouvoir travailler sur une recherche de plus grande ampleur sur un ensemble de lycées qui auraient été choisis à partir d'un certain nombre de caractéristiques pour véritablement là rentrer dans une phase plus solide de la recherche. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des choses à faire. Soutenir les croyances motivationnelles, je vais aller assez rapidement pour finir à l'heure, c'est de dire aussi, s'interroger sur l'effet de nos feedbacks. Les feedbacks de l'enseignant, ils provoquent quoi? Ils provoquent des choses. On l'a étudié, la recherche l'a étudié. Avec Alain Joro, on avait étudié notamment sur l'utilisation des axiologiques, c'est-à-dire des feedbacks qui se formulent en termes de bien et de mal, qui sont porteurs d'une valeur bien ou mal. Et on a regardé comment certains avaient des effets et comment certains étaient utilisés simplement comme des outils de pilotage de la tâche et non pas comme des outils de support pour les élèves, parce qu'il faut finir à l'heure, parce qu'il y a plein de raisons qui font que y a vraiment un travail là-dessus. Il y a au niveau de ces croyances sans doute à penser les tâches évaluatives et à différencier nos tâches évaluatives. Ça aussi, ça a l'air un peu élémentaire, mais on n'est pas obligé d'évaluer tous nos élèves de la même façon, puisqu'in fine, de toute façon, on a un élément certificatif. Donc à la fin, on certifiera. Ce qu'on n'a pas travaillé, on ne pourra pas le valider. Mais au moins, on va travailler sur une évaluation qui soutient l'apprentissage. C'est repenser l'élève comme un acteur, non pas, alors j'aime bien cette expression que je simplifie, dans mon utilisation de normes d'internalité, c'est-à-dire dire que non, on va pas réfléchir en termes de causalité interne de l'élève, on va essayer plutôt de réfléchir pour en faire un acteur et pour le faire rentrer dans une relation évaluative avec l'enseignant. Et non, il n'y a pas d'élèves qui n'ont pas leur place, non, il n'y a pas d'élèves pour qui ça ne sert à rien, non, il n'y a pas d'élèves qui sont perdus pour la cause. Et puis revenir sur la sacralisation des épreuves évaluatives. Morissette et Diennou avaient fait une recherche des enseignants européens et nord-africains qui allaient au Québec, allaient enseigner au Québec avec cette vision de la logique de performance et comment l'accueil qui leur avait été réservé au Québec était plutôt froid parce que cette idée qu'un élève de CE2 il doit bien réviser pour l'évaluation de lundi, eh bien, ce n'était pas du tout dans la culture des écoles dans lesquelles ils arrivaient. Et ces enseignants se sont fait un peu remonter les bretelles par les parents, par les directions d'établissement, en disant « mais vous savez, il est en CE2, il ne passe pas le bac. Donc l'évaluation, il n'y a pas besoin de lui faire passer un examen pour savoir ce qu'il sait faire. Vous le regardez, tout simplement.
Donc cette idée voilà, de cette idée d'une évaluation en continu, de cette évaluation par l'observation. On a des classes qui fonctionnent comme ça dans le primaire aussi au Royaume-Uni, où les enseignants fonctionnent en pédagogie du projet, mettent les élèves en projet, ils doivent exécuter des projets, ils doivent avancer, voilà. Et l'enseignant, il circule avec sa grille et il évalue en observant les élèves en train de faire. Il y a 0 épreuve. Et il leur donne des exercices et il les regarde faire. Et puis, s'interroger sur la façon de soutenir le travail de groupe. Le travail de groupe est globalement sous-exploité en France. Il a des potentiels pédagogiques et des potentiels protecteurs vis-à-vis de l'apprentissage qui sont extrêmement intéressants. Un exemple, une expérimentation qu'on avait menée dans la banlieue de Lyon avec une professeure de physique-chimie, où on avait travaillé sur le dispositif de la copie, alors moi j'appelais ça la copie parfaite, elle disait non, la copie presque parfaite. Donc on appelait ça la copie presque parfaite. Et donc d'où l'idée où les élèves planchaient sur un exercice de façon individuelle, ils étaient corrigés de façon annotée, et ensuite ils se mettaient par groupe homogène de 4 ou 5, le but était qu'il n'y ait pas de gros écarts dans les élèves, et à partir de leur copie et des annotations de la copie, ils devaient rendre une copie parfaite, une seule pour le groupe. Et donc, ils devaient confronter ce que chacun avait mis en place. Donc, chaque fois que chacun avait eu le maximum de la note, ils avaient tendance à recopier là où c'était le maximum, un peu, parce que si c'est bien, il n'y a pas de raison. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est comment ils réfléchissaient sur les questions, parce qu'évidemment, c'est quand même un peu des tâches complexes qu'on leur donnait, comment ils réfléchissaient sur les questions où personne n'avait eu le maximum des points. Et comment, à partir de ce que chacun avait dit, on essayait de construire une réponse qui soit exhaustive et qui remporte la totalité des points. Et là, pour le coup, on voyait dans le groupe des éléments extrêmement motivants. Et on avait, dans un second temps, on leur avait demandé, enfin c'est l'enseignante, moi je l'accompagnais, c'était elle qui faisait tout le boulot, mais on avait demandé, je lui avais conseillé de demander aux élèves qu'est-ce que vous avez appris dans cet exercice. Alors au début, quand la question elle vient la première fois, c'est un peu pauvre la réponse, mais à force de poser cette question, qu'est-ce que vous avez appris? Au fur et à mesure, on se rendait compte que les élèves, dans cette copie presque parfaite, ils comprenaient qu'ils avaient compris des choses. Et qu'ils ont tiré de ce dispositif, ils commençaient à développer véritablement des formes d'autorégulation en se disant « mais ça m'a aidé à comprendre cette chose-là ». Donc cette idée du groupe, et je dirais dans une classe tout à fait ordinaire, c'est-à-dire elle avait le même nombre d'heures que tous les profs de physique-chimie ont au collège. Et je terminerai par la question de la cohérence des feedbacks. C'est véritablement, là aussi, être... Alors, on va prendre l'expression avec précaution, être à la disposition des élèves, c'est-à-dire être une personne ressource qui, par les feedbacks qu'on va proposer aux élèves, vont leur permettre, y compris en cours de tâche, en cours de réalisation, de s'interroger sur ce qu'ils font. C'est se prémunir, ce que je disais, des feedbacks qui font avancer la tâche de l'élève sans que l'élève soit véritablement mobilisé. Regarde ça, c'est faux. Ok, bon. Le fait qu'on sait que quand un feedback de réussite est donné à l'élève, l'élève arrête de réfléchir. Bon, ça c'est juste. Bah, ouais, l'élève c'est juste, il arrête de réfléchir à la question. Alors que si on dit, à ton avis, est-ce que c'est juste et pourquoi c'est juste? Continue à réfléchir. C'est l'idée aussi des tâches qui peuvent soutenir ces feedbacks. Dans mes travaux, j'ai essayé, moi je travaille toujours en milieu écologique, c'est-à-dire je travaille toujours dans des contextes réels de classe. Quand je viens filmer, quand je mène des choses, ce sont des activités, même si parfois je donne des consignes pour la faire comme ceci ou comme cela, ce sont des activités qui auraient eu lieu sans moi. Et dans des corrections collectives, on arrive à avoir véritablement des moments de soutien à l'autorégulation. Dans des débats interprétatifs sur l'interprétation d'un texte littéraire, évidemment toujours avec des feedbacks de l'enseignant est toujours en arrière-plan. On arrive aussi, les élèves, à avoir des conflits d'interprétation et à essayer de comprendre pourquoi une interprétation d'un texte n'est pas valable par rapport aux informations qui sont dans ce texte. Donc il y a des moyens d'agir, il y a des moyens de soutenir l'autorégulation. L'argument « j'ai 35 élèves, je ne peux pas me mettre à côté de chacun de mes 35 élèves », ça c'est vrai, vous ne pouvez pas vous mettre à côté de vos 35 élèves, mais ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas travailler sur l'autorégulation des élèves.
à partir d'autres types de dispositifs, dont une partie sont sans doute à inventer encore. Et puis, l'inscription, et ça, on est sur des recherches, là, pour le coup, plus standardisées, semi-expérimentales, qui montrent bien que l'inscription du quotidien, dans le quotidien de la classe, des feedbacks directs, Golk et ses collègues montrent bien que l'interaction est primordiale dans le feedback. Le feedback médiatisé par informatique ou autre, ce n'est pas le feedback de l'enseignant. L'enseignant, il a une valeur ajoutée dans son feedback à l'élève. Rassurez-vous, on ne vous remplacera jamais par des machines. Parce que, non, j'y crois pas. Parce que vous avez, ou alors dans ce cas-là, on perdra la valeur ajoutée de l'enseignant, qui est cet élément aussi affectif dans le feedback. Et ces éléments-là permettent véritablement le développement de l'autorégulation chez les élèves, à condition que ces feedbacks ne soient pas des feedbacks d'injonction, mais bien des feedbacks de soutien, c'est-à-dire dans lesquels l'élève continue à contrôler réellement son activité. Ces feedbacks sont là pour soutenir son activité, non pas pour la résoudre à sa place ou pour la faire à sa place ou pour lui donner des consignes d'exécution. Ce qui vient naturellement, il faut être clair, dans le feu de l'action, c'est plutôt ce qui vient. Donc là aussi, ça veut dire une vraie réflexion sur sa pratique, ça veut dire aussi surtout de ne pas rentrer dans une logique de culpabilisation. Il y a des moments où on est un peu plus alerte et on a été meilleur, et puis il y a des moments où on est un peu plus fatigué, on a été moins bon, c'est pas très grave. L'intérêt, c'est quand même de rentrer dans cette dynamique de soutien à l'autorégulation et de feedback qui soient des formes d'apostrophe, des formes de questionnement, des formes d'aide, mais d'aide à faire et non pas faire à leur place. Et je terminerai juste par cette dernière diapositive en guise de conclusion. C'est qu'in fine, c'est notre travail à tous. Alors vous allez me dire, j'ai mis un défi collectif, j'ai pas mis de ligne sur les chercheurs, mais j'aurais dû, j'y pense maintenant, j'aurais dû mettre le boulot que nous on doit faire aussi, parce qu'on doit participer aussi. Mais c'est un défi collectif qui implique l'institution. C'est clair, il y a un moment où il y a un travail du côté de l'institution à faire dans les prises de décision, la clarté des intentions, dans un projet clair et légitime. Il y a des pays dans lesquels les questions d'éducation se débattent à l'Assemblée nationale et les décisions sont prises non pas à la majorité, parce que ça, les majorités parlementaires, ça bouge, mais doivent être prises avec un nombre important de votes par rapport pour que on soit sûr que l'alternance politique ne fasse pas qu'on revienne sur ce qu'on a fait la fois d'avant. Et il y a des pays qui ont essayé de jouer ce jeu-là, d'une décision, d'une vraie décision de changer la façon d'enseigner, de changer la façon d'évaluer les élèves. Ça marche ou ça ne marche pas, parce que je ne peux pas vous dire non plus que c'est miraculeux, parce que ce ne serait pas vrai. Mais il y a une vraie charge. On verra. Là, on a une conférence de consensus sur l'évaluation le mois prochain, avec des inspecteurs généraux, avec l'ensemble de la collectivité. On verra si les pouvoirs publics s'en emparent pour en faire quelque chose. On verra ce qu'il en sort d'abord, et on verra ensuite si les pouvoirs publics s'en emparent. Qui implique les cadres. Et dans la recherche à Givors, j'aurais pas dû le dire, bon c'est pas grave, dans la recherche qu'on a fait dans la banlieue lyonnaise, en gros, on s'est rendu compte que quand l'équipe de cadres, le proviseur et son adjoint ont été affectés dans d'autres établissements, parce que ça c'est un peu le malheur de notre système, c'est que voilà, quand on est brillant, on vous propose des tâches plus importantes. Donc ils ont été remplacés par un proviseur et par un proviseur adjoint qui font leur métier très correctement, il n'y a pas de souci, mais qui ont été beaucoup moins aidants, beaucoup moins allants, beaucoup moins volontaires sur cette question-là. Et on a vu des enseignants régresser dans leur pratique, revenir à des pratiques plus traditionnelles parce que ces espaces de possible n'étaient plus là, ils ne sentaient plus cet appui. Les collègues de Brémontier en seconde, quand ils ont mené leur dispositif, quand ils ont présenté à la réunion parents-professeurs au mois de septembre leur projet d'évaluation des mathématiques en seconde, eh bien, ils étaient appuyés par le chef d'établissement, ils sont appuyés par une IAIPR, et donc ils ont, y compris vis-à-vis des parents, une légitimité à expérimenter et à faire ce qu'ils font. Et le rôle des cadres est essentiel dans le soutien, l'ouverture d'espaces de travail, la facilitation aussi. Monsieur le Cardi, toute l'aide et la facilitation qu'on peut leur proposer pour travailler ensemble, pour avancer, pour expérimenter. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel, le rôle des cadres. Et dans l'article dont je parlais tout à l'heure, quand j'ai interrogé des enseignants
parce que j'ai interrogé des enseignants, mais mené des entretiens, il y avait des entretiens menés avec des enseignants, des chefs d'établissement aussi et des IPR. Et on voit très clairement que les enseignants attendent un soutien pour avancer. Et le formulent très clairement. Et ils attendent des choses différentes de la part de leur chef d'établissement et de la part de leur IAIPR. Qui implique les collectifs de formateurs. Ça aussi, c'est absolument fondamental, que notre collectif de formateurs soit solide, que nos formateurs soient eux-mêmes formés, que nos formateurs aient des ressources par rapport à la recherche, qu'ils soient des passeurs de recherche, qu'ils ne soient pas des transmetteurs de procédures, mais véritablement des ressources, des aidants, des accompagnants. Il faut aussi qu'ils aient la possibilité de le faire, c'est-à-dire que quand vous avez une demi-journée de formation, vous faites ce que vous pouvez en une demi-journée. Hein. La formation, l'accompagnement, ça demande de prendre contact, de se mettre en projet, de tester dans sa classe, de revenir, de discuter ce qui a réussi, d'apporter un éclairage, peut-être par la recherche, que ce travail des formateurs, de passeurs des formateurs. Donc les formateurs ont un rôle fondamental à jouer et des collègues belges, Coloniesi, Aïvor et Van Nieuwenhoven, ont montré comment l'ingéniosité des collectifs de formateurs, ils appellent ça les superviseurs là-bas, et comment les formateurs arrivaient véritablement à développer une culture professionnelle de la formation exigeante, profonde, dans l'accompagnement, mais avec de la ressource. Et évidemment, impliquer les collectifs enseignants, parce qu'au bout du bout, si les enseignants ne se mobilisent pas pour essayer de tester des choses, d'expérimenter des choses, et ensuite ils n'ont pas ces espaces réflexifs pour essayer d'analyser et de se reprojeter, eh bien là aussi on rate quelque chose, ça veut dire ouvrir ces espaces, ça veut dire aussi travailler sans doute au départ avec des enseignants volontaires. Sans doute faut-il commencer par travailler avec ceux qui ont envie d'avancer et qui ont des projets, pour ensuite aller vers ceux qui sont plus résistants, plus réticents. Peut-être que l'effet tache d'huile a aussi un rôle à jouer. Et je terminerai vraiment sur la ligne que je n'ai pas mise. Et les chercheurs, qui ont aussi le devoir de diffuser leurs recherches, de travailler à la traduction de leurs recherches. Mais je crois qu'on est ici au bon endroit, puisque je pense que c'est complètement l'enjeu du pôle Pégase. Et donc, je bouclerai la boucle en disant merci d'être là, parce que c'est super, ça veut dire qu'on va y arriver. Voilà, merci beaucoup.